voudrais faire une remarque. Il y avait passé un temps à la télévision une émission sur une vieille dame qui allait dans des familles où les parents étaient débordés par l'indiscipline de leurs enfants. Et cette vieille dame appelait à ses parents à dire oui, à dire non, tu dois faire cette chose. Autrement dit, elle apprenait à les cadrer. Je trouvais que c'était une émission extraordinaire. Alors, est-ce qu'au niveau de la municipalité, il ne peut pas y avoir aussi une école des parents? Ce sont les parents qui éduquent, ce sont les parents qui sont responsables. Généralement, les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des parents? Ça existe, l'école des parents. Sur ces questions-là, moi je crois, par exemple, tout le discours qu'il y a eu ces dernières années sur responsabiliser les parents, sous-entendu les punir, etc. Moi j'observe. Non mais il y a des aidés, mais il y a nombre aujourd'hui d'adultes qui n'y arrivent pas. Si vous voulez, donc ils n'y arrivent pas, ils sont submergés par leurs propres problèmes. Vous avez des gens qui rentrent chez eux, ils sont submergés par leurs problèmes de fric, de l'affectif, etc. Et la question des enfants, ils ne la prennent pas en charge. Donc c'est vrai que c'est au moment où, si vous voulez, le statut d'adulte s'effrite, il faudrait vraiment, et c'est là où on a moins d'argent pour le faire par rapport aux années 60, où ça tenait mieux. Mais je pense que par rapport à ce qu'on disait sur les services publics, c'est vrai que c'est très difficile, à mon avis, de faire de la police de proximité si dans le quartier il n'y a pas un bureau de poste, s'il n'y a pas de... Oui, tout ça c'est une vision d'ensemble. Et à mon avis, un des effets collatéraux très négatifs du retrait des services publics, c'est que notamment dans les quartiers populaires, il n'y a pas grand-chose. Mais je pense aussi aux villes de Seine-Saint-Denis, puisque je l'avais regardé. Vous avez une ville comme Sevran qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, une ville de 50 000 habitants. 50 000 habitants, quelque chose près, c'est un peu comme Valence ou Chambéry. Vous avez la Valence à Chambéry, vous avez une préfecture, vous avez un hôpital, vous avez une perception, vous avez des services publics. À Sevran, il y a nada. Si vous voulez, il n'y a rien. Le maire de Sevran, il est comme un village de 50 000. Donc si vous voulez, là on voit ce que c'est que du service public. Vous allez dans une ville comme, je ne sais pas, Foix, où il y a moins de 10 000 habitants, c'est une capitale départementale, vous avez un hôpital, etc. Donc les gens en Ariège disent, nous on est bien, oui, mais regardez de quoi vous bénéficiez en termes de contribution générale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une inégalité territoriale vis-à-vis des services publics qui se paye, notamment sur le plan de la délinquance. Je voudrais pour terminer, je ne sais pas si on prend encore des questions, mais pour terminer, je trouve que sur un des effets vraiment des dernières années là, en France sur les politiques, c'est que la police, pour revenir à cette question policière, s'est éloignée de la population. Et moi, je crois vraiment que la sécurité, c'est une question beaucoup trop importante pour la laisser qu'aux mains des policiers et des magistrats. C'est une question où il faut que la société civile, elle s'en mêle, elle donne son avis, pour, contre, etc. Mais je trouve que c'est vraiment important que cette question, elle soit pas hors sol, si vous voulez. C'est pas qu'une question technique. La sécurité, c'est une question sociale. Tous. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai essayé de dire que c'était les gens de la Villeneuve, où il y avait une forte densité associative, qui m'avaient donné cette envie de travailler. Donc, parce qu'il y avait du répondant par rapport à la population. Voilà. On va essayer de prendre trois questions à la. Vous m'avez un peu devancé sur la question du service public, parce que je voulais poser la question des petits commerces qui ferment les uns après les autres. C'est à peu près la même chose que nous, on a sur la place des Géants, on a un risque d'avoir aujourd'hui que des rideaux fermés et une seule boulangerie pour 13 000 habitants. Vous avez un peu répondu à cette question. Mais ça élargit aussi sur la question des rénovations urbanistiques qui, soi-disant, permettraient de désenclaver les quartiers, donc de lutter aussi contre la délinquance, ce à quoi je ne crois absolument pas. Voilà, c'est donc juste cette remarque-là que je voulais faire sur la désertification. Il n'y a pas que la désertification du commerce ou du service public, il y a aussi la désertification de la présence humaine, sociale. Quand par exemple un centre social n'est ouvert que de 8h à midi, de 2h à 5h, alors que quand il y a des activités d'habitants, ils sont ouverts le vendredi, le samedi, le dimanche et le dimanche soir très tard. Et on a fait l'expérience encore récemment sur ce quartier qu'on peut faire des choses complètement différentes avec des lieux ouverts où il ne se passe rien de dangereux. Par contre, il se passe beaucoup de choses. Je voulais d'abord témoigner du rôle important qu'a joué M. Grillo à la Villeneuve, et je pense que c'est quand même un policier remarquable qu'on n'en rencontre plus. C'est ça le problème, c'est que vous alliez dans les réunions d'habitants le soir, en dehors de votre temps de travail, pour expliquer aux habitants la façon de se comporter. Je me rappelle de vos réparties célèbres en disant ceux-là, ils sont dépressifs, vous leur donnez 2 baffes et ils s'arrêtent. On disait on n'a pas votre carrure, on n'a pas un flingue à côté, mais bon. C'était. Ouais, voilà. Oui, mais en parlant de flingue, je vous fais une confidence.
quand j'étais contre les armes, j'avais un flingue, oui, un pistolet d'Allah. Et comme j'étais policier, si je le sortis, il disait non, c'était un vrai pistolet. Ça peut faire la transition sur la police de proximité que vous avez essayé de prôner. Je pense que la police de proximité, il faut qu'elle se fonde dans la population. Et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, on a institué une police dite de proximité, mais qui en fait faisait des rondes sans s'arrêter, sans parler aux habitants. Et quand les habitants leur dire quelque chose, ils descendaient même pas la vitre de leur véhicule, parce qu'ils sortaient jamais de leur véhicule. Et quand on a été demandé, par exemple, à l'époque, je ne suis plus là, mais à votre remplaçant, on voudrait bien rencontrer la police de proximité, en tant qu'habitant à ce centre quartier, il nous a dit mais pourquoi? On ne voit pas pourquoi, on en a besoin de vous. C'est quasiment cette réflexion. Donc le problème, c'est comment on peut faire, nous, en tant que... on va faire un programme au niveau municipal pour que la police municipale se fonde, parce qu'on a un pouvoir sur la police municipale dans la population. Actuellement, la police municipale, elle a tout fait pour se détacher et se confondre, je dirais, avec la police nationale. Vous voyez, ils ont évolué, leurs uniformes ont évolué pour avoir des uniformes simili policiers nationaux. Les véhicules sont sérigraphiés quasiment pareil. Si vous ne voyez pas le nom municipal, de loin, vous croyez que c'est national. Et du coup, les réactions qu'il peut y avoir de rejet, etc., d'un certain type de police, s'appliquent à la police municipale. Avant, nous avions des sergents de ville à vélo, je les ai connus à Villeneuve au début. Bon, évidemment, ça a disparu. Puis quand ils sont en ça, c'est plus du tout la même situation. Mais au moins, il y avait des personnes qui parlaient aux gens. Et les gens se sentaient en confiance pour leur parler. Et si vous mettez une police de proximité qui est dictée d'en haut, qui n'a pas à la fois au niveau de l'uniforme, au niveau du service, un service indépendant, et également les habitants comprennent qu'effectivement c'est une police qui est là pour les aider et pas pour leur rétorquer, comme vous dites, je peux vous donner le numéro de la voiture de ceux qui ont fait le coup, ça ne m'intéresse pas, je suis là pour ça, genre de réflexion que vous avez pour une police, ça marche pas dans la société. D'abord, je n'ai pas peur, je suis pas armé, moi. Je voulais vous dire que ma référence c'est Laurent Mukieli, mais que maintenant je fais une autre référence locale et que c'est pas, on n'est pas forcément obligé d'aller à Paris pour trouver. Donc j'ai bien entendu ce que vous avez dit et je voudrais revenir sur un certain nombre d'éléments. En ce moment, là, il y a une bruit qu'on a en Fourchenne, mais très sérieuse, c'est le décrochage scolaire pour les gamins décrochés. Pas décrocheurs, décrochés. Mais vous avez insisté tout à l'heure sur le fait que quand ils sont décrochés de l'école, ils sont décrochés de partout. Et qu'il ne s'agit pas seulement de traiter de la question de la rescolarisation, mais de comprendre qu'est-ce qui fait et quels sont les éléments décrocheurs pour faire que ce gamin est décroché. Ça, c'est un point qui est à travailler pour nous, pour étendre la notion de décrochage. Quand vous avez parlé de famille fragile, je préfère le terme famille en difficulté que famille fragile. Elles sont en difficulté et elles sont fragilisées. Quand je parle du décrochage de l'enfant, on en a parlé un peu, le décrochage dans les quartiers. On est victime actuellement d'une politique du Conseil général, par exemple, de la centralisation dans des bunkers des travailleurs sociaux. Ils étaient dans les centres sociaux, à proximité. Peut-être que pour les familles dites en difficulté, il ne faut pas forcément les renvoyer à l'école, mais on pouvait leur signifier qu'il y avait des fois des gens avec qui ils pouvaient parler. Et que ces gens-là étaient capables surtout de les entendre. Et là, maintenant, va-t-on les trouver dans le bunker, bien hyper protégé. Alors ça, c'est des éléments quand même qui sont importants. C'est pas seulement les commerces, c'est pas seulement l'école. Il s'agit véritablement d'une politique de secteur à mettre en place avec police de proximité ou police municipale non armée, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Bientôt on mettra des casques pour les CRS et les gardes mobiles. Donc il s'agirait aussi de clarifier ces positions-là. Et puis un autre élément sur lequel je voulais venir, c'est, moi je suis élu, 2014 c'est demain. Alors quand je dis que la vidéosurveillance c'est véritablement de la démagogie, on me répond, c'est les gens qui l'ont demandé. Je dis on ne doit pas rencontrer les mêmes, parce que quand je rencontre les gens, moi ils demandent du boulot, ils demandent de la sécurité en termes de santé et d'emploi, ils demandent un logement correct, mais j'en ai pas entendu parler maintenant, puisqu'on a des caméras de vidéoprotection, parce que les têtes de surveillance et les données de protection, les phénomènes se sont déplacés, ce qui fait dire à un certain nombre de populations de proximité, nous aussi on en veut. Et ça ne règle pas le problème pour autant.
Donc, en tant qu'élu et futur programmateur de 2014, il est important que ce type de rencontre nous permette de traiter de la notion de sécurité et du sentiment d'insécurité, la notion de tranquillité, la notion de délinquance, et de dépatouiller tous ces trucs-là, mais les politiques n'auront pas le courage de le faire parce que se rapporter à des choses qui sont des choses sérieuses, et ils ne parlent pas sérieusement. Et je vous donne un dernier exemple. Quand il y a eu la mise en place des établissements fermés, de protection hyper fermés, j'avais écrit à l'époque que j'y m'étais opposé et que je voulais créer des SAS, qui étaient des structures d'accueil et de soins. Et nous étions allés voir avec le premier président de la Cour d'appel, de l'époque, un vice-président du Conseil général qui lit le dossier et il dit « Je me rappelle pourquoi vous avez mis une orthophoniste ?» Ben, je dis « Pour leur apprendre à parler. » Ben, il dit « Parle !» Je dis « Alors non, vous voyez bien, on n'est pas sur la même longueur d'onde. » C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par enfermer et qu'est-ce que j'entends, moi, par ouvrir ces gamins-là qui se redressent, non pas en montrant le CD qu'ils ont piqué là ou ailleurs, mais en leur donnant la force de se redresser. Et Chevènement avait parlé de gamins sauvageons à une certaine époque, et j'avais bien aimé, moi, ce truc-là, la notion de sauvageons, parce que c'était pas foutu. Et que... Oh, je t'ai fini. Vous viendrez chez moi. Peut-être sur un exemple, je pense souvent un exemple sur cette question de proximité. Je trouve que le meilleur exemple qu'on ait en France, c'est la gendarmerie est restée une forme de proximité. La gendarmerie en campagne, le camion arrive, les gens ne se barrent pas, ils ne sont pas caillassés, on connaît le gendarme, il va boire un coup, voilà. Non mais je veux dire, oui, la proximité, c'est de la proximité. Et donc, c'est pas une fatalité, si vous voulez, que dès que les Bleu Marine arrivent, tout le monde soit électrisé. Il s'est bien passé quelque chose, et donc je pense que ce qui s'est fait peut se défaire. Ça va être compliqué, mais je crois qu'il y a un vrai enjeu de ce côté-là, sinon la société sera invivable. Pour en revenir à la police municipale, là, dont faisait l'État, une police municipale bien envoyée peut, disons, au niveau de la commune, j'entends, elle peut être performante et apporter, dans le supérieur, ça fait la différence entre la délinquance et la sécurité, et le sentiment de la sécurité, elle peut apporter un plus pour la sécurité dans un centre-ville, comme Bourg-Nord, comme dans un centre-ville, une présence humaine bien employée peut apporter ce sentiment de sécurité auprès des commerçants. En allant, non pas le commerçant, comme vous disiez, il arrive, il y a un petit qui est venu me voler un survêtement, alors c'est pas mon problème, allez à la police nationale et poser plainte. Mais si au contraire, il fait un geste un dialogue, il dit d'accord, ok, on va faire des patrouilles, c'est pas difficile, hein. Il peut sécuriser le commerçant, il doit faire des patrouilles, comme il dit cet individu, on va essayer de le retrouver, et de le retrouver, même si on ne le retrouve pas, le commerçant, il a dit, ça y est, on a pris ma doléance en bon accord. On va faire un dernier lot. Oui, je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué rapidement, la légalisation du cannabis. Oui. Est-ce que, bon, il y a des pays où ça a été fait, quel en est le bilan, et puis d'autre part, je pense que c'est quelque chose qui relève de l'État. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des municipalités? Il relève de la population, de cannabis. Parce que d'abord, je fais une différence entre légalisation réglementée et dépénalisation. La dépénalisation, c'est on peut fumer le cannabis chez soi ou comme ça. Il n'y a pas de problème. On est dépénalisé, on ne nous embête pas. Par contre, le trafic, il reste illicite et l'économie structurelle, elle est toujours là. La légalisation, c'est de légaliser le cannabis sous une bonne réglementation étatique. Hein. Ça veut dire, voilà, on légalise, à partir de demain, on va avoir des bureaux de tabac, etc. Enfin, je ne vais pas ces détails. Ça va mettre, disons, ça va déstabiliser les malfaisants, parce que tout de suite, c'est ce choc psychologique qui va les déstabiliser. Ça y est, parce qu'il ne faut pas oublier que le cannabis génère des milliards, c'est des tonnes entières qui arrivent en s'en procure aussi facilement que si c'est en vente libre. Et si je peux en parler jusqu'à demain, je vais faire court, hein, parce que le cannabis, j'ai
j'ai exploré tous les problèmes, tous les problèmes, j'ai essayé de renverser, déverser tout ça. Il n'y a que la règle, et on y arrivera, parce qu'en fait, je l'apparente, je fais le petit point, excusez-moi, je fais les patients, je l'apparente à la prohibition en Amérique. À l'époque, sous la prohibition de l'alcool, ça arrivait par convoi. Et cette prohibition avait fait le bonheur des mafias, le bonheur de certains organes de l'État qui fermaient les yeux, ouvraient les poches, si bien que lorsque c'était trop voyant, on a légalisé l'alcool, hein, une fois que les mafias se sont structurées et que les corrompus se sont gavés d'argent. Hein. Et en France, ça va être la même chose. Parce qu'en France, on a parlé de certains policiers. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que tout de suite, les détracteurs vont dire oui, mais le cannabis, ça assure une certaine paix sociale. Mais pour qui la paix sociale? Pour ceux qui habitent en dehors des cités, ou peut-être des policiers, pour des gens, des politiques ou des pas politiques, mais pour ceux qui subissent le joug, parce qu'il faut savoir, ceux qui subissent le joug des trafiquants, ce qu'ils endurent, en leur contrôle l'identité pour savoir s'ils habitent à l'endroit. Quand Guéant avait dit qu'il n'y avait pas de zone de l'endroit, c'était un menteur, je le dis. Parce que des zones de l'endroit, il y en a partout. J'ai encore j'ai des contacts avec certains policiers, des zones de l'endroit, il y en a de plus en plus. Et là, actuellement, alors cette paix sociale, tant que ça se passait dans un quartier, les gens, j'ai déjà après, c'est pas notre problème, on est tranquille. Mais les règlements de compte sont blancs, débordent, et débordent des quartiers populaires, et il va y en avoir de plus en plus dans les villes, comme Marseille, au centre-ville de Cassel, ou au centre-ville de Bordeaux. D'ailleurs, les règlements de compte de la ville neuve se sont produits à Sassenage, à la nuit Saint-Fontaine. Moi, j'ai trouvé l'exposé fort intéressant. Je veux dire, ce que tu dis quand même, c'est qu'il faut une politique transversale, c'est pas faire on ne peut pas isoler la politique de sécurité du reste de la politique d'urbanisme. Je crois que ça, c'est fondamental de comprendre ça, quoi. Il y a quand même, pour aller vite, des choix politiques à faire quand même, donc, et des choix forts. Moi, je ne sais plus qui c'est qui a donné le chiffre, c'est quand même un éducateur pour son policier, quoi. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des choix forts à faire si on veut, et tu me dis toi-même, là, ça m'a un peu étonné d'ailleurs le chiffre de 5%, sur le noyau dur, quoi. Donc, un petit peu, ça se discute quand même, parce que c'est vrai qu'actuellement, quand même, il y a un impact sur un certain nombre de jeunes, on sait bien, hein, donc sur les 12-13 ans, les préados, etc. Et c'est vrai que ce serait important de cibler rapidement des politiques, par exemple, sur la préadolescence. Donc, parce qu'après, quand on est dans les carrières délinquantes, et je suis assez d'accord avec toi, ça peut s'arrêter à 19 ans, voire 20 ans. C'est ce que dit Kelly d'ailleurs, il ne dit pas que ça dure toute la vie, quoi. Donc, voilà. Et il y a un autre truc que je voulais dire, c'est quand même qu'au niveau institutionnel, sans parler de la société civile, déjà ça va pas du tout, quoi. On voit bien que s'il n'y a pas d'État, la ville, le conseil général, et puis la justice de proximité, ça marche jamais. Donc c'est ce que tu disais, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien dans la loi de 2007, il y a plusieurs institutions avec plusieurs politiques différentes, hein, donc, et parfois contradictoires. Moi, je travaille dans la protection de l'enfance, et c'est vrai que la loi sur la prévention de la délinquance, elle est presque contradictoire, j'ai envie de dire. Elle dit inverse. Donc, voilà, donc je crois qu'il faut déjà que nous, aussi acteurs municipaux, on puisse mettre tous ces gens-là autour de la table et travailler dans le même sens. Déjà, ça serait énorme. Voilà, donc, je ne veux pas être trop long, mais... Autour de la table, dans la rue. Oui, Est-ce qu'il y a des dernières interventions? Bien. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là. La salle n'est pas encore fermée, donc profitez-en. Ah, si, il y avait un point qui avait été abordé sur l'influence sexuelle des programmes télé et des jeux vidéo. Ça, c'est tous les jeunes. On a un problème, mais qui n'est pas lié à la délinquance, qu'à la délinquance. C'est qu'on a vraiment aujourd'hui, alors tous les pays occidentaux, et comme tout le monde entier s'occidentalise, on a vraiment un problème de rapport au réel avec l'adolescence. Si vous voulez. Ça, c'est l'éducateur, la sociologue qui parle. La majorité, pour ne pas dire l'entièreté des problématiques graves de l'adolescence, sont liées à leur rapport au réel.
Donc tout aujourd'hui, ce qui permet à des adolescents d'avoir un rapport au réel est bénéfique. Et que ça soit du sport, de la culture, de la relation, etc. Parce qu'on a une jeunesse qui a un rapport virtuel au reste du monde. Et alors ça, si vous voulez, alors ça joue dans la délinquance, mais ça joue dans d'autres domaines, hein, dans les rapports affectifs, dans les rapports sociaux. Bon, la délinquance, c'est une des caractéristiques. Ça, c'est un truc général. Mais pour répondre, juste peut-être pour clore, mais pour aussi pour s'amuser sur ce que dit Bernard Maclay, sur le fait que, comme en France, on a plein de niveaux de responsabilité, mairie, conseil général, agglo, etc. Il faut mettre tout le monde, mais il y a beaucoup de monde, donc il y a toutes les chances ou tous les risques qu'on ne soit jamais d'accord. Donc on passe un temps fou à discuter, enfin à faire du réglage et pas à produire. Alors, je cite souvent, sur les deux lois, chacun avait son chef de type. Napoléon, qui était un bon stratège, disait sur un champ de bataille, j'aime mieux un mauvais général que deux bons. Et ben moi, c'est ce que je préconise en matière de prévention. Je voudrais soulever qu'on se doutait un peu en amorçant la discussion ce soir que le problème de la sécurité, vu sous l'angle de la responsabilité municipale, n'était probablement pas qu'un problème technique de combien d'armes en plus, combien de caméras en plus. Je pense que ce soir, on a entendu beaucoup d'autres choses et que effectivement c'est en soi un objectif municipal à plein et qui prend tous les aspects de la vie en ville qui doivent être considérés. Donc pour terminer, donc le réseau citoyen, tous les sympathisants et adhérents, les sympathisants devront adhérer pour pouvoir s'exprimer et voter à l'Assemblée Générale qui aura lieu à la fin du mois, le 26 mai, le 25 juin. Donc voilà, donc ça on vous fera passer l'information. A priori, on s'inscrit effectivement dans l'optique des municipales à Grenoble, mais on a entendu dire qu'il y avait d'autres rassemblements également de citoyens qui avaient lieu. On a quelqu'un d'Échirolles qui nous a contactés. Voilà, également. Donc une première information, lâchée du réseau citoyen à la fin du mois de juin pour débattre justement de notre implication dans la campagne municipale. Et puis, comme d'habitude, on retranscrira tout ce qui s'est dit ce soir sur le site 2014grenoble.fr pour pouvoir partager tout ce qui s'est dit ensemble. Merci. Et puis, merci beaucoup, parce que je pense que ça a été une grande richesse.